7e plan présenté à l'Assemblée nationale, hausse des prix inférieure à 6%. Jacques Chirac sur Antenne 2, je suis présidentialiste, le point de vue de Guy Thomas. Valéry Giscard d'Estaing à Londres, hymne à la coopération franco-britannique. La Transat dans le brouillard, toujours pas de nouvelles de Tabarly. Prologue du Tour de France, Martens, premier maillot jaune. 2 dossiers sur le Liban, ce soir, premier volet, Saïda, la ville d'une alliance. Bonsoir. Pas de temps mort à l'Assemblée nationale, excite les plus-values entrées en scène du 7e plan. Le débat commencé devant une assemblée clairsemée se poursuit aujourd'hui avec une belle affiche, Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Marchais et Michel Debré. Paradoxalement, pour ce vaste programme qui doit orienter dans tous les domaines la politique économique et sociale de la France pendant 5 ans, les députés n'auront que 2 jours pour en débattre. Il n'est pas sûr qu'il faille conclure d'ailleurs que le plan n'est plus une ardente obligation. Monsieur Jacques Chirac, en présentant le projet, l'a défini ainsi. Il répond à une double ambition, le progrès pour rester libre et la liberté de choisir sa vie. Pour cela, il faut une croissance à la fois ambitieuse et maîtrisée, gagner la bataille de l'inflation, une hausse des prix inférieure à 6%. Enfin, il a dit « Notre projet est aux antipodes de la société collectiviste que proposent les socialistes et les communistes ». Alors avant d'entendre les orateurs qui se sont succédés à la tribune, voyons comment se présente ce 7e plan et comment il s'articule. Le plan, c'est un peu le tableau de marche de l'économie française pour les 5 prochaines années. Comme un pilote qui programmerait le vol de son avion, les pouvoirs publics ont préparé, avec le 7e plan, la route de la machine économique jusqu'en 1980. Mais il est encore plus difficile de prévoir en économie qu'en météorologie. Alors tout au plus, le commissariat au plan peut-il émettre des hypothèses, par exemple sur la croissance ou sur la hausse des prix. Après, le gouvernement s'efforcera, pour que la machine économique reste sur la bonne route, de respecter ces hypothèses. Cette fois-ci, pour y parvenir, le plan a changé ses méthodes. Plutôt que de vouloir tout prévoir dans tous les secteurs, le 7e plan a défini des programmes d'action prioritaires. Il y en a 25 au total. À quoi servent-ils? Eh bien, pour le comprendre, prenons un exemple, celui du téléphone. C'est un de ces 25 programmes d'action prioritaires. On lui a attribué plus de 100 milliards de francs d'ici à 1980. Ainsi, en 5 ans, on construira 8 millions de lignes, plus qu'on en a installé depuis un siècle. Et cette action aura 2 effets. D'abord, satisfaire une priorité réelle, car le manque de lignes prive les Français d'un moyen de communication devenu quotidien. Et puis aussi, ce manque ralentit la bonne marche des affaires. Mais le deuxième effet est tout aussi important. En construisant des lignes téléphoniques, on fera travailler d'autres secteurs de l'économie, l'électronique, la construction électrique ou encore la mécanique. Et ainsi, on entraînera l'ensemble de la machine. Voilà le but de ces 25 programmes, favoriser des secteurs qui apparaissent comme prioritaires et qui en même temps entraînent l'économie. Et en précisant ces priorités, le gouvernement se fixe un double objectif, améliorer la qualité de la vie et réduire les inégalités encore beaucoup trop importantes en France. Le 7e plan, c'est un engagement du gouvernement. Car en fixant précisément le montant des crédits attribués à ces secteurs prioritaires, il s'engage à faire respecter leur utilisation. Ainsi, le 7e plan, c'est bien le programme économique du gouvernement pour les 5 prochaines années. Mais c'est un programme difficile, car il doit parvenir à résorber le chômage et à limiter la hausse des prix. Et le voyage, jusqu'en 1980, est semé d'embûches, d'autant que, comme l'avion qui aurait traversé un orage, l'économie française, elle, sort à peine de la crise. Le postulat du plan, c'est que la crise est un accident. Et la preuve en est, c'est qu'on repart comme avant, en supputant une expansion supérieure, une inflation limitée, une balance commerciale excédentaire, une consommation satisfaisante. Tout va bien. La crise n'était qu'un accident. Notre explication est différente. Sans tomber dans le catastrophisme, ce serait du catastrophisme que de penser que l'intelligence, la capacité, la solidarité nationale, le consentement national et social seraient incapables de dominer ces problèmes. Mais c'est à votre politique que nous nous en prenons.
Et nous disons que, par rapport à cette politique, et par rapport aux rudes réalités de la crise qui nous frappe, le plan qui nous est soumis est hors de proportion et incapable d'apporter les réponses nécessaires. Le gouvernement, à l'issue de ce débat, se félicitera du vote de sa majorité. C'est bien. Mais y aura-t-il sur l'ensemble de nos bancs et au fond de nos esprits cette certitude de redressement qui aurait rejeté dans l'ombre les critiques excessives et qui donnerait un sens à notre effort de développement national? Considérez, messieurs les ministres, que mon propos est moins une critique. Je sais à quel point l'action est difficile et à quel point votre action est difficile, que l'expression d'une angoisse. La Ve République a été fondée pour donner à la France et à son État capacité de prévision et de commandement, ces deux piliers de la sagesse politique au service d'une grande ambition. C'est vrai, M. Jacques Chirac, hier sur Antenne 2, a répondu aux questions toutes celles qu'avait soulevées la frénésie parlementaire de ces 3 dernières semaines. Et le Premier ministre a répondu nettement, imagination de journaliste, il n'y a pas de problème. Alors il serait certainement sot d'être déçu parce que les réponses essayent de couper court aux rumeurs. Je ne démissionnerai pas, dit Jacques Chirac, je pense avoir la confiance du président, la coordination n'est pas la caserne ni la censure, et je n'ai jamais dit que j'étais saisi par le doute. Enfin, en substance, voilà ce qui est. Ne me demandez pas mon opinion ni de m'exprimer sur mes états d'âme. Encore une erreur d'interprétation. Le président de la République n'a jamais menacé de priver les députés de son investiture s'ils ne votaient pas bien le projet des plus-values. Il n'a pas à faire de pression sur le pouvoir législatif. Et il n'en a pas été fait. Néanmoins, il est naturel, et c'est ce qui a été dit, que le chef de l'État, qui conduit une politique donnée et qui notamment conduit une politique de réforme, indique clairement qu'il y a ceux qui soutiennent sa politique de réforme et ceux qui ne la soutiennent pas. Ça, c'est tout à fait clair. Et que ceux qui ne la soutiennent pas ne pourront pas ensuite, naturellement, se couvrir de son autorité pour aller devant les électeurs. Ça, c'est tout à fait naturel, mais ce n'est pas Qui lié. donnera l'investiture de la majorité aux élections? Eh bien, nous le verrons le moment venu, monsieur Le Boissonnat. coordinateur? C'est en réalité la responsabilité du coordinateur de la majorité. Nous sommes tout de même dans un régime, d'une certaine manière, bicéphale. Il y a un président de la République qui est élu, et puis il y a un Premier ministre. Non, nous ne sommes pas dans un régime bicéphale. Je veux dire, pas du tout. Nous sommes dans un régime où il y a un président de la République qui est élu et qui détient à ce titre le pouvoir et qui nomme un Premier ministre qui exécute. Monsieur le Premier ministre, si vous regardez depuis que ce système fonctionne, c'est-à-dire depuis 62, les temps qui ont été consacrés aux analyses et aux problèmes, car tout de même il y en a eu, qui se sont posés entre les premiers ministres et le président de la République, vous vous apercevrez que la liaison entre ces deux hommes est la clé de voûte de ce système. Certainement. Bien. Eh bien, le président de la République est en train de rédiger... C'est pas une raison pour spéculer en permanence sur les relations entre les deux. Nous ne le faisons pas tout le temps. Ah, j'ai observé que régulièrement, vous vous débarrassez des premiers ministres, n'est-ce pas? Bon. Il arrive que les premiers ministres s'en aillent, monsieur Chirac. C'est vrai. Vous êtes présidentialiste? Je suis présidentialiste et je le suis depuis longtemps. Impressionnante cette insistance de Jacques Chirac à affirmer la suprématie du président de la République. Impressionnante et significative. 11 fois en 1h15, le Premier ministre a fait directement ou indirectement acte d'allégeance au chef de l'État, sans d'ailleurs une seule fois citer le nom de Valéry Giscard d'Estaing. D'entrée de jeu, Jacques Chirac dit « Mon maintien dépend de la confiance que m'accorde le président de la République ». Et après 75 minutes d'échange, parfois vifs, le Premier ministre revient à la charge en guise de conclusion. Le président a défini les réformes, j'y ai souscrit sans réserve, il m'appartient de les réaliser. Alors, pourquoi ce leitmotiv, ce thème qui revient sans cesse? C'est à l'endroit où le bas blesse qu'on met et remet de longs gants. Or, il est clair que l'organisation des pouvoirs dans la Ve République peut donner lieu à une interprétation sur un point essentiel, les rapports entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, d'un gouvernement responsable, lui, devant l'Assemblée nationale. Parce qu'il était suspecté de vouloir jouer l'Assemblée contre le président, Jacques Chaban-Delmas, en son temps, a été remercié. Les mêmes soupçons pouvaient peser sur Jacques Chirac ces jours derniers, alors que la majorité se fissurait, que des députés semblaient défier l'Élysée
et que le Premier ministre, disait-on, se taisait. Ce sont ces soupçons qu'il juge sans doute infâmes que Jacques Chirac a voulu balayer hier soir, miroir fidèle, reflétant en quelque sorte par ses propos et son dynamisme l'image qu'avait donnée de lui la semaine dernière le président de la République, un homme actif et loyal. Y a-t-il réussi à s'en tenir strictement aux paroles qu'il a prononcées et que je réécoutais attentivement? Rien ne permet en tout cas de douter de sa bonne foi. Le reste relève de l'interprétation. Dernière étape, Clermont-Ferrand-Saint-Étienne. Après un mini-tour de France, le rallye des bradés de Giscard est arrivé en fin de matinée. La caravane était organisée par la CGT et se composait des chômeurs ou des travailleurs menacés dans leur emploi. Plusieurs centaines de voitures ont envahi Saint-Étienne, la ville du ministre du Travail. Après les succès du football, les épines de l'agitation sociale pour M. Durafour, maire de Saint-Étienne et ministre du Travail. Venus de toute la France, les caravanes de la CGT se sont retrouvées dans les rues de sa ville et autour de sa mairie. Objectif de ce rallye des bradés de Giscard, attirer l'attention sur le sort des entreprises en difficulté. Pour la CGT, les bradés, ce sont tous les ouvriers dont l'emploi est menacé, soit parce que leur usine est fermée, soit parce qu'elle est sur le point de déposer son bilan. Parmi les manifestants, les ouvriers du livre, ceux de l'IP, ceux encore de la sidérurgie lorraine ou des textiles des Vosges. Sous le soleil, un rassemblement bon enfant autour des barbecues. Mais ce soir, le ministre du Travail condamne vigoureusement ce qu'il appelle un rallye gadget. Il souligne que 150 000 emplois ont été sauvés l'an dernier grâce à l'aide de l'État. Troisième journée londonienne, M. Valéry Giscard d'Estaing s'est adressé ce matin au milieu des affaires et de la haute finance. Papier en poche, ou plutôt déclaration de coopération signée. Il était normal de parler chiffres. Le chef de l'État a fait remarquer que les échanges franco-britanniques ont presque triplé en 5 ans et que la France est devenue, depuis quelques mois, le troisième client du Royaume-Uni. La cause de cet accroissement, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Alors cela suffirait pour justifier la volonté de M. Valéry Giscard d'Estaing d'une coopération renforcée. Cet après-midi, le président français a développé ses arguments devant la presse. Le président de la République était l'invité de la municipalité et du Lord Mayor au Guildhall de Londres, ici donc, réception grandiose, puis déjeuner et allocution pour souligner une fois encore les possibilités nouvelles qui s'offrent de pays dans le cadre d'une coopération renforcée. L'accueil que j'ai reçu, et naturellement c'est un accueil qui s'adressait au président de la République française, l'accueil que j'ai reçu à Londres est allé au-delà de ce que j'en attendais. Je ne parle pas seulement de l'accueil formel. Cet accueil formel avait tout l'éclat que les Britanniques savent donner à un tel accueil. Mais il s'y ajoutait, de la part de la population, de la part de tous ceux que nous avons rencontrés, des sentiments dont l'expression était très visible. La seconde chose qui m'a frappé, c'est le fait que l'appartenance à la communauté européenne ne paraît plus être mise en doute par personne. Or, j'ai participé il y a encore peu de temps au problème de la renégociation. À cette époque, la question de la participation britannique faisait l'objet de discussions vives au sein de l'opinion publique et des milieux politiques. Désormais, j'ai ressenti le fait que la Grande-Bretagne était complètement un de nos partenaires. La partie londonienne de ce voyage se termine ce soir avec un grand dîner de gala et une réception en l'honneur de la reine à l'ambassade de France. Demain, événement exceptionnel au pays de la stricte étiquette et du protocole immuable. Elisabeth II et Valéry Giscard d'Estaing s'envolent ensemble pour Édimbourg en Écosse. Le geste de la souveraine, qui n'accompagne jamais en principe ses hôtes en province, souligne encore le côté particulièrement chaleureux de ces grandes retrouvailles britanniques, retrouvailles dont l'aspect politique est évidemment le plus important. Car ce voyage, on peut le dire maintenant, je crois, après tant d'années de brouille, marque bel et bien un tournant décisif. Certains ont d'ailleurs dit un tournant historique dans les relations entre les deux pays. Et il est probable que cela devrait avoir assez rapidement des répercussions au sein de la communauté européenne. On peut se demander si Bonn ne va pas prendre ombrage de ce nouvel axe Paris-Londres.
Même si une rencontre annuelle n'est qu'un premier pas au regard des 2 rencontres prévues par le traité franco-allemand de 1963, sans compter les conversations téléphoniques qu'échangeraient régulièrement M. Valéry Giscard d'Estaing et M. Schmitt. Willy Brandt répond en partie à cette question. L'ex-chancelier allemand était à Paris hier. Il participait dans le cadre de l'UNESCO à une table ronde sur la coopération culturelle. C'est en fait, selon ses propres termes, pour défendre la République fédérale allemande de reproches injustifiés que Willy Brandt a accepté de participer à cette table ronde à Paris. Il s'agit du respect des droits civiques en Allemagne de l'Ouest, sujet de controverse entre socialistes français et gouvernement allemand, avec sans doute des conséquences sur les relations Paris-Bonn, mais pour Willy Brandt, sans rapport avec le rapprochement d'aujourd'hui entre Paris et Londres. J'ai déjà dit que les rapports Paris-Bonn sont ceux d'une entente élémentaire, mais ces rapports ne sont pas exclusifs. S'il y a maintenant des rapports étroits entre Paris et Londres, cela ne peut que profiter à la communauté européenne. Est-ce que cela ne vous gêne pas, vous, socialistes, de voir un socialiste français, François Mitterrand, dénoncer la chasse aux sorcières qui se pratique dans l'administration allemande à l'égard des communistes? Personnellement, et je l'ai déjà dit, je considère que pour un homme politique, parler de cette question ne constitue pas une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et j'ai l'impression que ce dont on parle en ce moment en Allemagne à propos de cette affaire n'est que le début d'un phénomène qui va s'élargir à d'autres pays en Europe. État de santé toujours critique pour le Premier ministre portugais. Il a repris connaissance depuis la nuit dernière, mais le diagnostic des médecins est toujours très réservé. C'est la 2e crise cardiaque en 7 ans de l'amiral Pinheiro de Azevedo. Elle semble due cette fois aux fatigues d'une campagne électorale épuisante pour les candidats. D'ores et déjà, on peut se poser la question, pour les élections présidentielles de dimanche prochain, auront-elles lieu? Si l'état du Premier ministre de santé ne s'aggravait pas, le scrutin se déroulerait normalement. En cas de décès, par contre, il faudrait recommencer toutes les opérations électorales. Pas question de remettre en cause le programme commun, déclare hier soir Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, qui parlait à Colombes au cours d'une manifestation organisée par la Fédération des Hauts-de-Seine, a estimé que le programme commun reste plus que jamais valable dans ses orientations fondamentales. Il est possible aussi que l'évolution de la situation rende nécessaire un jour son actualisation. D'autre part, le sommet des leaders de la gauche, prévu pour le 28 juin prochain, se réunira au siège du Parti communiste à Paris. Expulsion dans le 19e arrondissement, une expulsion qui a fait plus de bruit que les autres car elle a été demandée par le Parti communiste. En 2 mots, le parti voulait récupérer un terrain devant son immeuble de la place du colonel Fabien. Il propose 340 000 francs aux époux Dauplay pour acheter un autre appartement. La ville de Paris leur propose aussi un logement, mais monsieur et madame Dauplay refusent de partir. Dernier acte ce matin, toute la famille a été expulsée manu militari. Petite bousculade même, déménageurs, fais ton œuvre, a dit la loi. Nous continuerons la lutte, ont dit les époux Dauplay. Enfin, inauguration ce matin à Paris du siège de la fondation Simone et Sino del Duca, une fondation qui s'est donnée pour tâche de favoriser la recherche médicale en attribuant des bourses ou des récompenses. Par exemple, l'année dernière, pour sa première année d'activité, toutes les ressources disponibles ont été affectées à la recherche contre le cancer. Madame Veil, le ministre de la Santé, s'est félicité de la renaissance de ce genre de fondation en France. Il faut aussi savoir que les bourses littéraires et le prix mondial Sino del Duca sont intégrés à la fondation depuis l'année dernière. À Newport, le suspense commence à peser. Il y a maintenant plus de 3 jours que Tabarly devrait être à quelques encablures. Mais le brouillard toujours empoisse l'horizon, on ne voit rien venir et l'on commence à se demander avec une pointe d'inquiétude si Tabarly ne s'est pas égaré. Même avec un marin silencieux, à Newport, on s'impatiente. Nous sommes ici à exactement 5000 au large de Newport et c'est exactement là, au pied de cette tour, que devrait passer le premier de la course en solitaire. Bien sûr, nous sommes tous depuis 48 heures à la recherche d'Éric Tabarly, des recherches qui sont considérablement gênées par un épais brouillard qui plonge toute la région de Newport dans cette atmosphère. Éric Tabarly, tout au long de cette transatlantique, a été signalé une seule fois par des gardes-côtes canadiens au large d'Halifax et il était en tête de la course.
Alors comment expliquer ce retard? Les spécialistes pensent qu'en raison de ce brouillard, le vent est très faible et le Penduic 6 file à peine 5 nœuds à l'heure. Au départ de Plymouth, le 5 juin dernier, Eric Tabarly pensait mettre 17 jours pour rejoindre Newport. Nous en sommes aujourd'hui au 19e jour de course. Certains commencent à s'inquiéter. Depuis son départ, Tabarly n'a pas donné une seule fois de ses nouvelles. La raison en est simple. Pour une course de cette importance, toute perte de temps ne se rattrape pas. Et donner sa position par radio est une perte de temps sur l'éventuelle manœuvre à faire ou sur l'heure de sommeil pour récupérer des 2 terribles tempêtes que les bateaux ont essuyées. Si Tabarly passe en tête à l'arrivée à Newport dans quelques heures, dans quelques instants, ce sera réellement la victoire d'un homme hors du commun, dont on dit qu'il a lui du génie et les autres seulement du talent. Coup d'envoi du Tour de France, c'est une tradition. Aujourd'hui le prologue, une course contre la montre de 8 km entre Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Jean-de-Mont. Merckx n'était pas là, mais c'est quand même un Belge qui a gagné. C'est donc la Vendée qui a eu le privilège de donner le départ du Tour. En Vendée où il y avait beaucoup de monde, une caravane publicitaire impressionnante et de temps en temps un coureur. Celui-ci c'est l'Espagnol Ocaña, un ancien vainqueur du Tour, un favori en dépit de ses ennuis de santé. Ocaña aime la chaleur, il devait donc être à son affaire, et bien pas tout à fait, car il s'est classé 13e seulement à 28 secondes du premier. Vous avez peut-être reconnu les jambes du plus vieux du peloton, Poulidor, 40 ans, Dossard, 21. Il se porte bien, Poupou, car il occupe ce soir la 10e place à 27 secondes du vainqueur. 10e, il a donc battu pas mal de jeunes coureurs qui pourraient être ses fils. Le maillot jaune, c'est Thévenet en tant que dernier vainqueur de la course. Il a droit à cet honneur. Thévenet est le favori en l'absence de Merckx, et il a justifié cet après-midi les pronostics en sa faveur, car le Français a pris la 4e place, concédant tout de même, il est vrai, 20 secondes au vainqueur, le Belge Martins. C'est donc Martins qui a gagné et qui portera le maillot jaune demain après avoir porté aujourd'hui celui de champion de Belgique. Si Martins est un remarquable rouleur, il l'a prouvé aujourd'hui, en revanche il est allergique à la montagne. Son règne ne sera donc que provisoire. En tout cas, Martins a fait étalage d'une forme exceptionnelle. En 8 km, il a pris 17 secondes au tandem espagnol Lopez-Carril-Manzanek, classé 2e ex-aequo, et 20 secondes à Thévenet. Mais cette poignée de secondes suffira peut-être à Martins pour traverser la Belgique en jaune dans quelques jours. Alors que les combats à Beyrouth entre certains extrémistes de droite et les forces progressistes alliées aux Palestiniens ont repris, dans le sud du pays, à 40 km de Beyrouth, la ville de Saïda est un exemple de cette alliance islamo-palestino-progressiste et de son efficacité. 3 partis et 3 armées composent à Saïda le Front National. Les Nassériens libanais, l'armée du Liban arabe et les Palestiniens. À la tête du parti nassérien, Mustafa Saad, 25 ans, ingénieur agronome, diplômé de l'université de Moscou. Il a repris les rênes de ce parti après, il y a 16 mois, l'assassinat de son père, député de la ville. C'est en fait à la suite de cet assassinat qu'a débuté la guerre civile au Liban. Dans cette ville de Saïda que Mustafa Saad parcourt entouré de ses gardes du corps, il existe des liens très étroits entre la population libanaise et les réfugiés palestiniens installés depuis 1948 à la sortie de la ville. Mariage entre les deux communautés, population pauvre, région laissée depuis des années à l'abandon économique, cela explique qu'ici, la cause palestinienne se soit confondue avec les aspirations des Libanais, en grande majorité musulmans dans cette région. La différence entre, par exemple, le Liban et la Jordanie, c'est qu'au Liban, le peuple lutte avec la résistance. Tandis qu'en Jordanie, en 1970, c'était facile de liquider la résistance parce que le peuple ne soutenait pas la cause. Vous pensez que tous les régimes arabes, aujourd'hui, sont contre la résistance palestinienne et contre les partis progressistes au Liban? Bien sûr, il y a quelques régimes, mais qui ne sont pas directement sur nos frontières, donc on ne peut pas sentir vraiment... ils sont amis, ils nous aident sur le plan matériel, mais symboliquement, militairement et tout cela, ils ne peuvent pas nous aider que symboliquement. Vous croyez que c'est une aide sincère? Jusqu'à présent.
les quelques pays progressistes arabes. On voit par exemple l'Égypte aujourd'hui soutenir la résistance palestinienne alors que hier, au contraire, elle était contre la Je résistance. n'ai pas trop d'espoir pour l'Égypte. Quand je dis quelques pays arabes progressistes, pour moi c'est la Libye, l'Algérie, l'Irak. Autre force composant cette alliance palestino-progressiste, l'armée du Liban arabe, issue de l'éclatement de l'armée régulière libanaise. Ces chars soviétiques en parfait état de marche sont le dernier butin de l'armée du Liban arabe. Ils ont été abandonnés par les Syriens au cours de la bataille de Saïda. Et son chef militaire, sorti du rang, le commandant Boutari, les fait fièrement défiler devant chaque visiteur venu l'interviewer. Mon rôle ici, premièrement, c'est un rôle militaire. Et deuxièmement, c'est un rôle économique. On a commencé à faire, ou bien à étudier des plans pour construire le port de Saïda. Et d'ici, espérons 1 mois ou bien 2 mois, on va commencer la construction. Qu'est-ce que vous importez, par exemple, de l'extérieur dont vous avez besoin pour faire vivre cette région? L'importation, premièrement, la farine, puis après les sucres et toutes les alimentations, tous les produits alimentaires. Ce qui fait que la ville de Saïda est particulièrement importante pour toute la région. Oui, pour toute la région libérée. Et alors, vos problèmes économiques que vous essayez de régler, on peut dire que vous êtes en fait un peu le gouverneur de la région. Pas tout à fait le gouverneur, mais on a trouvé, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un vide politique et vide militaire. Alors, il faut jouer les 2 rôles. Vous êtes alors le grand patron. Oui, vraiment. Le grand patron qui présente également ses 2 prisonniers, mais qui ne doit quand même pas oublier que cette victoire face aux Syriens, il la doit à ses 3e alliés, les Palestiniens. S'ils n'ont pas eu les chars, les Palestiniens du FAT ont entre leurs mains plus de prisonniers que l'armée du Liban arabe. 30 Syriens sont détenus dans des prisons de fortune aménagées dans la vieille ville de Saïda. Si la coalition entre les partis est solide, tout de même chacun garde jalousement ses atouts. Pour l'instant, les objectifs sont communs, mais pour combien de temps encore? Et c'est là la faiblesse du front progressiste dans un pays où les alliances se font et se défont chaque jour. Il y avait un quartet qui se courait aujourd'hui à Longchamp dans la 3e course. Il fallait jouer le 5, le 13, le 4 et l'As. Et dans l'ordre, vous pouviez gagner pour 5 francs 94 955 francs et dans un ordre différent 2 943 francs 50, bien sûr toujours pour 5 francs. Si vous avez eu très chaud aujourd'hui, piètre consolation, jamais depuis un siècle les températures les plus basses n'ont été aussi hautes. Alors comme vous pouvez le constater sur cette carte, elles ont atteint allègrement 33 degrés et ce n'est pas fini. Demain, le temps restera très chaud, ensoleillé et très sec. Les orages seront rares en montagne et sur les régions du sud, quelques brouillards le matin au voisinage de la Manche. Toute la rédaction d'Antenne 2 se joint à moi pour vous souhaiter une soirée comme vous les aimez. Bonsoir. Avant de refermer ce journal, voici les principaux titres qui font l'actualité d'aujourd'hui. Le 7e plan à l'Assemblée nationale, objectif du gouvernement, une hausse des prix inférieure à 6%. Valéry Giscard d'Estaing à Londres, il faut développer la coopération franco-britannique. La transatlantique dans le brouillard, toujours pas de nouvelles d'Éric Tabarly. Tour de France, Martens, maillot jaune demain au départ de la première étape. Liban, demain soir, 2e dossier, Jounier, le port des chrétiens. À 23h30, la dernière édition du journal avec Bernard Pradino.